Salut CSF, vraisemblablement en 3D sur ton écran. Je me casse. Et si ça marche pas, c'est pas de ma faute, c'est à cause de votre écran. Parce que là, moi, je suis vraiment 3D. Non mais... Super Smash Bros Brawl. Celui-là, il aura été au centre de pas mal d'attention cette année. Mais avant de m'expliquer à ce sujet, il est bon de faire un petit rappel, histoire de bien comprendre ce qui m'a amené à choisir ce jeu comme cible durant une année complète. Oh et puis non, vous allez encore poireauter un peu. On va d'abord parler des jeux auxquels j'ai joué cette année sans en faire de vidéo. C'est parti! Même si la première aventure de Mario sur Wii U m'a plu dans les grandes lignes, il m'est néanmoins difficile de ne pas reconnaître une certaine fainéantise de la part des développeurs, et ça me rappelle à quel point l'inventivité de Super Mario Bros 3 et de Super Mario World est aujourd'hui éloignée. On a déjà suffisamment abordé le problème de l'innovation pour ne pas avoir à revenir dessus, mais Mario semble parfois souffrir d'une formule approuvée mais qui peine à se renouveler. Surprise agréable avec le premier épisode en 3D, en vrai 3D pour le coup, sur Nintendo 3DS, puisque même si la structure n'a pas changé d'un poil, l'habillage a eu droit à un petit lifting vraiment appréciable. L'architecture des niveaux a en effet été pensée pour proposer un challenge intéressant aux joueurs, et des défis casse-bonbons viennent parfois compliquer les choses. De nouveaux bonus font leur apparition, et malgré une caméra que l'on ne peut pas positionner à volonté, la jouabilité ne vous fera jamais défaut. L'impression de profondeur est juste incroyable. Si vous êtes comme moi et que vous appréciez la 3D au point d'acheter n'importe quel film juste parce qu'il propose cette option, il est à parier que vous risquez d'être conquis par la mise en pratique sur cette console. Ok, il faut bien placer sa tête et éviter de jouer pendant de trop longues sessions, mais franchement, ça en vaut le coup. Il est bien évidemment impossible de retranscrire cet effet dans cette vidéo. Mais ça, une nouvelle fois, c'est parce que vous avez un écran trop pourri, parce que chez moi, ça marche nickel. Concernant la durée de vie, il a été reproché au jeu d'être trop facile. Je crois que le problème ne vient pas de la difficulté en tant que telle, mais plus du trop grand nombre de vies qu'il est possible d'obtenir durant le jeu. Il propose quelques niveaux assez corsés, surtout lors de la deuxième quête, oui parce qu'il y a une deuxième quête, et obtenir toutes les pièces étoilées ne sera pas si aisé que ça. Si le jeu n'avait pas été si généreux en vie, les rageux auraient de toute façon gueulé. Par principe, parce que c'est Mario. Dans tous ces FPS à la con, on a un checkpoint tous les 20 mètres, mais là c'est pas pareil, hein. C'est super réaliste de pouvoir revenir à la vie après s'être pris une balle en pleine tronche. Des fois, je vous jure. Premier jeu dématérialisé que j'aurais acheté sur Nintendo 3DS, Art of Balance Touch est un jeu que je déconseille fortement. En premier lieu, il faut savoir que je raffole en temps normal des jeux de réflexion. Tetris, Clax, toutes ces conneries qui favorisent les parties rapides et qui demandent de cogiter un minimum, moi, ça me plaît. Je n'avais pas entendu parler de la version WiiWare avant, mais la démo m'avait l'air bien sous tout rapport. Ce n'est qu'après avoir acheté le bordel que j'ai commencé à déchanter. Déjà, le prix. Au moment de l'édition de cette vidéo, on doit encore casquer pratiquement 7€ pour ce truc. Ben vous faites comme vous voulez, mais 7€ c'est grosso merdo un cinquième d'une bouteille de 70 centilitres de rhum Clément 3 ans d'âge. Personnellement, il n'y a pas photo. En second lieu, rien n'est pire qu'un jeu de réflexion qui vous fait croire qu'il faut réfléchir alors qu'une grande partie de la réussite repose sur le facteur chance. Si, en fait, il y a pire. La colique spasmodique. La colique spasmodique est un trouble en partie d'origine psychosomatique. En général, ce traitement est accompagné de suppositoires dilatants qui libèrent un gaz en fondant. 10 minutes après, vous avez l'anus comme un terrain de foot. Et ensuite, le gaz sous pression fait le reste. Maintenant, un cas pratique. Josiane! Penchez-vous en avant, s'il vous plaît. Non mais c'est dégueulasse! En gros, le but est ici de faire tenir des formes géométriques sur des plateformes plus ou moins grandes et stables suivant le niveau de difficulté. Au début, c'est à la portée de n'importe quel idiot, mais très vite les choses se compliquent avec des épreuves chronométrées et d'autres durant lesquelles il faut atteindre une hauteur fixée. C'est par hasard que j'ai trouvé la faille. En fait, à compter du moment où vous avez posé la dernière pièce, le jeu compte 3 secondes. Si durant ces 3 secondes aucune pièce n'a touché l'eau, c'est gagné, même si tout était allègrement en train de se casser la gueule, comme ici.
Quand on a compris ça, on entasse les pièces un peu n'importe comment et advienne que pourra. Bah moi, ça me saoule. Après, il y a le fond sonore. Au début, on n'y prête pas attention, et bien vite, il devient aussi pénible que les espèces de petits bruits stridents qu'on pouvait entendre durant le générique de Madame est servie. Maintenant, vous allez me dire que vous ne connaissez pas Madame est servie. Pourtant, c'est une série assez récente. Elle date de... Oh, misère. Et enfin, dernier truc qui prête à râler, c'est l'espèce de foutu zoom pas pratique du tout qui s'opère de temps en temps quand vous voulez placer une pièce en hauteur. Là, par exemple, je suis coincé. Je touche le haut de l'écran tactile et je ne peux donc pas aller plus haut que je ne le suis déjà. Voilà, c'est naze. Au moins, le verre de rhum Clément, lui, il me fait moins chier. À la vôtre. Alors celui-là, c'est un gros point d'interrogation vidéoludique. À chaque fois que j'en ai entendu parler avant d'y jouer, on le comparait au 4 et ce n'était pas à son avantage. Moi, le détail qui m'a convaincu de l'essayer, c'est la possibilité de se faire l'aventure en coop avec un pote. Et c'est là où c'est paradoxal. Cette année, j'ai lancé une charge de pratiquement 25 minutes contre Lost Planet 2 en énumérant les uns après les autres les détails qui m'avaient énervé. Resident Evil 5, oui, je sais, c'est con, je dis Resident Evil, mais je dis 5, alors que c'est soit Resident Evil 5, soit Resident Evil 5. De toute façon, quelle que soit la façon dont je pourrais le dire, il y aura bien quelqu'un pour venir me reprendre. Au fait, rien que pour faire chier les quelques zouaves qui ont déblatéré pendant je ne sais plus combien de commentaires sur une de mes vidéos passées, je continue à dire Uncharted. Rien à foutre de la façon dont ça se prononce, moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ça se joue. Resident Evil 5, donc, a également été développé par Capcom. En local, la fenêtre est aussi réduite que sur Lost Planet 2, le mode d'affrontement en ligne est marrant mais tout aussi bordélique, et point de vue difficulté, c'est aussi à se demander si le jeu a été testé avant d'être mis en vente. Et bizarrement, j'ai adoré. Malgré quelques passages durant lesquels je ne savais absolument pas quoi faire, notamment lors du premier combat contre Wesker, et quelques autres plutôt chiants durant lesquels on s'emmerde prodigieusement, ça englobe bien évidemment tous les puzzles relous que les développeurs ont foutus aux endroits les plus incongrus, j'ai pris un pied magistral à me balader dans le jeu. Il faut savoir que j'y ai joué en local avec mon meilleur pote, en écran splitté donc, et que les moments de stress se sont vite transformés en grosses déconnades, surtout quand on a commencé à faire le ménage à coups de lance-roquettes. Ce qu'on a perdu au niveau de l'ambiance, on l'a récupéré au niveau de l'action. Le jeu est clairement orienté vers le casual, avec des sauvegardes fréquentes, des ennemis qui se promènent tous avec les bonnes munitions pour les armes que vous portez, et des boss qui auront toujours un point faible qu'ils mettront bien en évidence à un moment ou à un autre pour on ne sait quelle raison. Juste pour que vous ayez au moins appris un truc intéressant durant cette rubrique, le verbe orienter vient du fait qu'à l'époque on construisait les monuments religieux face à l'Orient. Aucun rapport avec Resident Evil 5, ni même avec Uncharted, mais voilà, maintenant ceux qui ne le savaient pas auront tous les loisirs de l'oublier à la fin de la vidéo. Le jeu n'a peut-être pas plu à tout le monde, ça c'est un fait. Moi j'ai réussi à l'apprécier et j'ai vraiment hâte de coller sa trempe à Wesker une bonne fois pour toutes, histoire de pouvoir enfin attaquer le 6, qui est d'ailleurs toujours dans son emballage d'origine. Allez, c'est pour bientôt. J'avais déjà abordé le cas du professeur Layton auparavant. Cette année j'aurais enfin vu la fin des 3 premières aventures. Alors au lieu de revenir sur le principe du jeu, ses qualités et tout ce qui fait que la série remporte un succès mérité, je vais un peu m'attarder sur la connerie monumentale qui sert d'épilogue à la 3e enquête. Bien évidemment, il y aura des révélations sur le dénouement de celle-ci et sur celui des 2 précédentes, donc si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, je vous invite à avancer plus loin dans la vidéo ou à couper le son jusqu'à la disparition de l'indication ci-dessus. Dans le premier épisode, l'aventure se conclut de façon aussi naïve que touchante lorsqu'on apprend que l'étrange village est en fait habité par des robots qui ont été inventés dans l'unique intention de prendre soin d'une fillette. Complètement pété du bocal, mais parfaitement acceptable si on se prête au jeu. Dans le 2, il est question d'un gaz hallucinogène qui fait croire à un pépé en fin de DLC qu'il est encore prêt à coller une trempe au professeur Layton. Ben non, le professeur Layton il est super bon en escrime et il te chie à la gueule, connard. Avant de parler de la fin du 3, je vous montre la jaquette du film Le Calamar Catcher. Si, il existe vraiment. Vous ne voyez peut-être pas ce que ça vient foutre là, mais dites-vous juste que c'est encore plus incompréhensible pour les spectateurs qui ont préféré couper le son ou avancer en rapide la vidéo pour ne pas se faire spoiler. C'est inutile, donc indispensable. Le 3, donc. Il envoie les 2 héros dans le futur pour combattre le professeur Layton qui aurait pété un câble et qui se servirait de son génie pour foutre la merde un peu partout. Le gros twist de merde à la fin quand on apprend qu'en fait les héros ne sont pas dans le futur mais sous terre. Voilà, le méchant de l'histoire a créé une réplique de Londres sous terre. Déjà, au-delà de l'aspect financier, à aucun moment il ne serait venu à l'esprit de ces 2 racleurs de chiottes de héros de regarder en l'air. Parce que je sais pas moi, sous terre ça ressemble à ça. C'est pas super éclairé. Là, non, on a des gens qui se comportent de façon tout à fait normale, tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis alors après, quand le grand méchant
donc pas celui d'avant, l'autre, le vrai, sort son engin de guerre, c'est juste encore plus crétin que ça ne l'était déjà. Et le pire, c'est qu'à la fin, on lui pardonne parce que tout ça, finalement, c'est pas de sa faute. Heureusement, le tout est sauvé in extremis par une apparition poignante qui montre que le héros est quand même capable d'éprouver des sentiments de temps en temps. Au-delà de ça, les personnages sont bien évidemment toujours aussi attachants, les énigmes sont bien pensées, les graphismes sont magnifiques, et la possibilité de débloquer des indices permet de ne pas se prendre la tête trop longtemps. J'ai attaqué un peu à reculons l'épisode suivant, et j'ai vite laissé tomber justement à cause de l'histoire qui annonce encore une explication à la mort moelle-nœud. Je m'y remettrai plus tard, mais là, j'ai pas envie. Avec cet épisode de Phoenix Wright, Capcom prend des risques. Pour ma part, je reproche à ce jeu les mêmes gros défauts que j'avais signalés avec le premier. Il s'agit plus d'une aventure vaguement interactive que d'un jeu vidéo à part entière, et si vous ne proposez pas le bon élément au bon moment, ça coince, ce que je trouve un peu aberrant. Néanmoins, tous les personnages ont un foutu charisme qui fait très vite oublier cet aspect, et c'est là où Capcom chie un peu dans la colle. Globalement, ce jeu est juste une extension au premier. On rencontre pas mal d'anciens personnages qui n'ont pas changé d'un poil, certains décors restent les mêmes, mais à côté de ça, la musique a changé et elle est devenue moins bien. Point de vue ajout, on note l'apparition d'une fillette qui vous donnera un pendentif vous permettant de savoir quand quelqu'un vous cache la vérité. À savoir, le jeu ne propose que 4 enquêtes contre 5 dans l'épisode d'avant, il vous apprend que vos clients sont trop cons pour signaler que leur prénom est écrit avec une faute, qu'on peut confondre un gant de baseball avec un régime de bananes, et il vous apprend aussi que la magie peut exister. Mais pas la magie comme on peut l'entendre en première instance. On parle ici de la magie qui fait que le jeu vidéo arrive à transmettre des émotions et à vous faire sentir parfois très con de sortir victorieux d'un affrontement. L'enquête qui se passe dans le cirque fait très fort à ce sujet. Le pire, c'est qu'on en arrive même à culpabiliser. Maintenant qu'on a expédié tous ces jeux dont tout le monde se fout, on va pouvoir passer aux questions que tout le monde se pose. Que presque tout le monde se pose. Ah ouais mais non, pas encore. Hein. Si j'y réponds maintenant, les spectateurs vont pas regarder la suite alors que j'ai une super annonce à faire à la fin, donc on va reporter cette question un peu. Hein. Question qui peut prêter à sourire mais qui mérite néanmoins d'être posée depuis que je me suis rendu compte que des petits rigolos... Oui, c'est peut-être plus approprié, depuis que des petits cons s'amusent à se faire passer pour moi. Il n'y a pas à aller très loin pour s'en rendre compte. Sur Miiverse et sur PlayStation 3, le pseudo a très vite été pris et quelqu'un s'est même amusé à insulter les gens en se faisant passer pour moi sur un forum très fréquenté dont je tairai le nom. Alors, au bénéfice du doute, on va considérer un instant que SciSfac est un pseudo populaire et que c'est juste un pur hasard. Admettons. Afin d'éviter tout malentendu, vous pouvez me trouver sur Wii U sous ce pseudo, avec un X à la place du Z, sur PlayStation 3, c'est celui-là, et le seul forum que je fréquente régulièrement, c'est le forum Blork. Je ne suis pas non plus tous les jours, mais c'est le seul auquel je participe activement. Si vous voulez communiquer avec moi, il y a bien évidemment les commentaires des vidéos, je continue d'ailleurs à tous les lire. Sur le forum Blork, il existe un sujet spécialement dédié à mon attention, et pas mal de questions y trouvent déjà une réponse. De façon générale, les habitués du forum me connaissent bien et ils sont parfois à même de répondre en mon nom quand je tarde trop à me manifester. Vous trouverez également là-bas mes coordonnées 3DS car j'utilise pas mal cette petite machine pour envoyer des messages, notamment concernant mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de me communiquer votre code afin que je vous ajoute à ma liste de diffusion. Je fais pareil sur Miiverse. C'est un peu bébête mais ça me semble plus personnel que les tweets et autres conneries du genre. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails mais je mets généralement un mois pour y répondre. Des tas de personnes pourront vous confirmer que je ne suis pas très assidu à ce niveau. Je vous déconseille fortement de m'envoyer des messages via la messagerie de la PlayStation 3, car pour le coup, c'est bien à cette interface que je me connecte le moins souvent. Concernant Facebook, il existe une page sur SciSfac. Elle n'est pas officielle, mais elle est tolérée, notamment parce que son créateur a la politesse de ne pas se faire passer pour moi, et aussi parce qu'il n'écrit finalement que très peu de conneries à mon sujet, ce qui est tout de même fortement apprécié. À côté de ça, il en existe d'autres qui ont été créées sans mon accord, notamment celle-ci. Qu'il soit rappelé une bonne fois pour toutes que je n'aime pas Facebook. À titre personnel, je n'ai même pas de compte sur ce machin, et il est donc purement et simplement impossible que je sois l'auteur d'une telle page. Fort heureusement, certaines personnes le savent et ne manquent pas de le signaler. Enfin, il est bon de savoir que même si ça m'arrive d'en faire, généralement, j'arrive à limiter les fautes d'orthographe et de grammaire, donc ça, c'est pas moi, hein. Et qu'il est rare de me voir m'énerver dans mes messages. Néanmoins, et ça c'est un peu de ma faute, cette année, à cause de mes vidéos à caractère trollesque parfaitement assumé, j'aurais attiré une catégorie de spectateurs dont je me serais volontiers passé. Certaines personnes m'ont d'ailleurs presque amené à modifier le message de prévention de mes vidéos. Souvent, les spectateurs de moins de 16 ans... Ah oui, parce que je sais que vous êtes là.
nettement plus de jugeotes que pas mal d'autres. Quoi qu'il en soit, parfois, quand je lis certains commentaires, j'ai un peu la même tête que Red Foreman, le père cynique dans la série That 70 Show. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Et oui, pour ceux qui se posent la question, c'est le même acteur qui joue Klaus Bodiker dans le film Robocop. Tout ça pour dire que cette année, un spectateur sort largement du lot, Maryam Cave. Normalement, je ne cite pas les gens, mais je pars du principe que les imbéciles méritent d'être traités comme tels. Maryam Cave a donc pris un malin plaisir pendant pratiquement 3 semaines à parcourir mes vidéos et à laisser des commentaires tous plus agressifs les uns que les autres. D'où un petit emportement de ma part à un moment. C'est donc avec un immense plaisir que j'attribue à Maryam Cave le seul et unique Red Foreman Award du spectateur le plus con de l'année. Putain, là, si c'est pas la classe. Non. Durant la semaine 20, du 13 au 19 mai 2013 donc, j'ai reçu 17 messages m'invitant cordialement à aller voir chacun une vidéo différente. Je me suis juste amusé à suivre les liens indiqués et à comptabiliser la durée totale que cela représentait. Je n'ai donc pas regardé les vidéos, j'ai juste pris cette information. Un tableau Excel plus loin, on obtient ce résultat. Voilà. Si je passe le peu de temps libre que j'ai à regarder vos vidéos plutôt qu'à réaliser les miennes, je devrais me farcir encore plus de messages comme celui-ci. Et sincèrement, les messages comme celui-ci, ça m'énerve un tout petit peu. C'est un fait qui est désormais connu, dans mes vidéos je cache tout plein de petits trucs. Alors autant qu'on soit tout de suite d'accord sur un point, pour qu'un easter egg soit considéré comme tel, il faut qu'il soit planqué, ou au moins pas évident à voir. Ça élimine forcément les quelques habitués comme Corinne Touzet ou encore Francis Huster, personnes contre lesquelles je n'ai d'ailleurs strictement rien. De façon plus subtile, cette année j'aurais essayé de brouiller les pistes, notamment avec Choupi, petit héros détestable d'un dessin animé dans lequel on apprend que dessiner sur les murs c'est rigolo comme tout, et que casser la vaisselle ça permet de passer le temps. J'adore. Quoi qu'il en soit, Choupi est apparu dans presque toutes les vidéos. Il n'y a que dans celle consacrée au passé terroriste de Mario qui n'a pas fait d'apparition. Après, on peut souvent apercevoir la fameuse bouteille de bière, parfois accompagnée de renforts, mais une fois de plus, on ne la trouve pas dans la vidéo dédiée à Mario. Et c'est là où ça devient embêtant pour moi. A la base, le machin caché de cette année aurait dû être cette petite cacahuète, celle-là même qui a commencé à se faire connaître dans la vidéo durant laquelle les deux autres n'apparaissaient pas, justement parce qu'elle était très facile à trouver, mais j'ai complètement oublié de la mettre dans la vidéo de Mario Party sur Nintendo 64. Dans le genre gros boulet, je suis assez fort. À la grande question, pourquoi une cacahuète? L'explication doit forcément être quelque part sur le forum Blurk. Mais pour ce qui est de la trouver, eh ben bon courage, hein. Alors pour me consoler, je peux dire qu'il y a eu les parenthèses en C, il y a eu le générique qui prenait à chaque fois un extrait de la vidéo précédente, ou encore l'indice présent dans chaque vidéo et annonçant le thème de la vidéo suivante. Petit récapitulatif pour ceux qui les ont ratés. Dans la vidéo consacrée à Lost Planet 2, je montre les personnages de la série Wonder Boy. Dans la vidéo consacrée à Wonder Boy, je tiens un feuillet à Neo Geo. Dans la vidéo consacrée à deux jeux sur Neo Geo, on voit la console VTech qui en dit long sur le niveau de la vidéo suivante. Dans la vidéo troll avec la nouvelle console, Mario apparaît à plusieurs reprises. Dans l'autre vidéo troll, on peut entendre le thème de Big Blue en guise de sonnerie de portable. Et je fais allusion à Stewart Fox qui renvoie au Dr Stewart et à son véhicule, la Golden Fox. Pour le coup, dans la vidéo suivante, c'est carrément le titre du jeu suivant qui apparaît. Et j'irai même jusqu'à mettre la jaquette de Star Fox Adventures en arrière-plan. De façon plus subtile, Okami sera annoncé dans 2 vidéos, une fois dans un encart publicitaire et une fois par l'intermédiaire d'un pseudo, et on me verra mettre Uncharted dans ma Wii U. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, en me foutant ouvertement de la gueule d'Ubisoft, j'ai montré 4 jeux. Sur ces 4 jeux, il y en a un seul que je n'ai pas encore présenté dans une vidéo. Il est donc fort à parier qu'il s'agisse du prochain jeu à faire l'objet d'une vidéo. Enfin moi je dis ça... Ce principe de machin caché sera conservé pour les vidéos suivantes avec bien évidemment des fausses pistes, sinon ce n'est pas amusant. Et je continuerai également à cacher dans le décor les spectateurs qui m'aident ou qui me font marrer, mais ça c'est plus un petit clin d'œil amical que je fais à leur attention. Beaucoup de spectateurs me demandent de faire une vidéo pour expliquer pourquoi je n'aime pas le jeu, mais cette vidéo existe et vous l'avez déjà vue, seulement vous ne l'avez pas regardée en une seule fois. Je vous montre. Avant sa sortie, le jeu avait eu droit à une cérémonie en grande pompe, notamment marquée par la création d'un site internet spécial qui vous montrait tout, mais alors tout ce qu'il y avait à savoir sur le jeu. C'était super, on n'avait même plus besoin d'y jouer. Bah forcément, une fois le jeu en main, quand on n'a plus rien à découvrir, ça ne fait plus trop envie. Certaines personnes diraient que Super Smash Bros. Brawl est pourvu d'un mode aventure au travers de ce qui est appelé l'émissaire subspatial. Non. Le fait d'aligner des niveaux d'une longueur barbante en y collant des tas d'ennemis cons comme des pelles ne suffit pas à faire un mode aventure.
Ça suffit tout juste à faire un jeu d'action. Un mauvais jeu d'action, bien sûr. Dans cette espèce de truc chiant qui fait office de jeu d'aventure, vous pouvez équiper vos héros avec des vignettes. Une vignette donnerait apparemment certaines caractéristiques aux personnages concernés, mais en premier lieu, comme la place est limitée pour coller les vignettes, on a vite tendance à trouver ça aussi gênant qu'idiot, et en second lieu, le jeu favorisant le bourrinage brutal, la plupart du temps, on préfère s'en passer justement parce qu'elle se révèle être d'une parfaite inutilité. Mario dans un jeu de baston, tout le monde adore. Bon, presque tout le monde adore. Sonic dans le même jeu de baston, il se fait défoncer la gueule alors qu'il y a des tas d'autres personnages largement plus nazes que lui. Il se clone pour faire une apparition dans un jeu de baston qui rame tellement quand on y joue en ligne qu'il en devient insupportable. Il y a quelques personnages corrects, quelques-uns qui sont tout juste moyens, et tout plein d'autres qui sont carrément nuls et que c'est vraiment con d'avoir un jeu de combat avec tellement de personnages si déséquilibrés. Quand le seul point positif qu'on trouve à un jeu de baston c'est sa musique, c'est pas vraiment un compliment, hein. C'est vrai quoi, des arènes aussi variées, enfin je veux dire, mince, 3 plateformes qui se baladent dans le ciel et un décor à vous retourner la gueule tellement il bouge vite, si c'est pas fait pour donner envie de jouer, ça... Totalement hors sujet, mais dans Super Smash Bros. Brawl, vous pouvez essayer des vieux jeux à succès de Nintendo grâce à des petites démos proposées dans l'un des nombreux sous-menus du jeu. Ou dans un sous-sous-menu, je sais plus. D'une qualité, Nintendo a réussi à faire un coup dans l'eau puisque les démos ont une durée tellement courte qu'il sera très difficile de compléter le niveau proposé. C'est dommage car ça aurait presque pu donner envie d'en apprendre plus sur ces jeux, mais là ça devient juste un bonus con comme le jeu en propose tant d'autres. Et oui, le lance-pièce en fait partie. Si vous jetez un œil au début de la vidéo que j'avais faite à l'époque sur Super Smash Bros. Version Nintendo 64, vous comprendrez que quelque part j'attendais Brawl avec une certaine impatience. Quand j'ai enfin pu essayer le jeu, j'ai été déçu. Mais j'avais également été déçu lors de mes premières parties de Melee que j'ai pourtant adoré par la suite. Donc je me suis forcé. Malheureusement, tous les défauts que j'ai énoncés durant cette année m'ont gâché l'expérience. Donc, quand je dis que je n'aime pas le jeu, je suis sérieux. Maintenant, de mon point de vue, la vraie question qui se pose n'est pas de savoir pourquoi je n'aime pas le jeu, mais plutôt de savoir en quoi cela vous empêchera de l'apprécier. Les spectateurs qui l'ont aimé se sont très vite rangés en deux catégories. D'un côté, on a eu ceux qui voulaient réellement savoir pourquoi j'avais été déçu par le jeu. Il est vrai que les premières fois où je me suis exprimé à ce sujet, j'étais plutôt vague et ça méritait un éclaircissement. De l'autre, on a eu ce qu'on appelle les rageux. Il va sans dire que d'un fait isolé, j'ai très vite pris plaisir à en faire une montagne pour faire chier cette catégorie de joueurs que je n'apprécie pas spécialement. Donc, pour répondre à la question de façon toute simple, je n'aime pas le jeu, mais ça s'arrête là. Tout ce qui a été fait à côté, c'était juste pour faire pleurer ces spectateurs pas très futés qui m'en veulent personnellement quand j'insiste lourdement dessus. Ces mêmes spectateurs qui, si ça se trouve, crachent tout ce qu'ils peuvent sur les sites professionnels quand ces derniers vantent les mérites d'un énième épisode d'une série de FPS, alors qu'en regardant de plus près, de Melee à Brawl, on a à peu près autant de changements que de Modern Warfare 2 à Modern Warfare 3. Je prends cet exemple parce que j'ai ces 4 jeux, mais je suis sûr qu'on en trouve tout plein d'autres sur le même principe. Mon intention n'était nullement de dire du mal des joueurs qui s'éclatent avec ce jeu, mais plus de faire mon gros relou. Fort heureusement, la majorité l'a compris. De vous à moi, j'aurais préféré en dire du bien. Quand j'achète un jeu, j'aimerais qu'il me plaise, mais ce n'est pas toujours le cas. Je ne dis pas du mal d'un jeu juste pour amuser la galerie, mais réellement parce que des fois, je suis déçu. À côté de ça, parmi les personnes qui en sont arrivées à sortir des phrases pareilles, moi, je remarque juste une chose, peut-être anecdotique, mais néanmoins perturbante. Le fait que je n'aime pas le jeu en a dérangé quelques-uns. Soit. En attendant, au-delà de toute la frustration qu'ils ont pu exprimer dans leur message, combien sont réellement venus me contredire en m'expliquant en quoi j'avais tort et en quoi le jeu est en fait super? Combien? 0. Personne parmi ces spectateurs n'a pris le temps ou la peine de rédiger un article sur ce jeu sur le forum Blork par exemple pour alimenter le débat de façon positive. La raison est peut-être que certains apprécient le jeu pour la même raison que moi je ne l'aime pas. C'est comme ça ne s'explique pas vraiment. Concernant la suite, il va de soi que je ne la prendrai pas. Il y a actuellement trop de jeux qui m'intéressent pour que je me risque à en acheter un qui pourrait me décevoir. Je ne peux bien évidemment pas m'exprimer de façon objective sur ce nouvel épisode. La bande-annonce fait envie et j'ai eu, comme pour beaucoup d'autres, un petit frisson quand j'ai vu apparaître Megaman. Oui, parce que je ne savais pas du tout qu'il serait inclus dans le jeu. Peut-être que j'aurai tort et que le jeu me plaira, mais on n'en est pas encore là. Pour l'heure, je suis persuadé que le jeu proposera d'autres bonnes surprises, encore plus d'excellente musique et des heures de fun pour les joueurs qui sauront l'apprécier. Du moins, c'est sincèrement ce que je vous souhaite. Le fait que j'ai choisi ce t-shirt pour m'habiller ce matin n'est pas uniquement le fruit du hasard. Alors je vais peut-être en décevoir certains, mais ça ne veut pas dire que je vais parler de StarCraft 2 dans les prochains temps. C'est juste que c'est le seul t-shirt que j'ai trouvé en rapport avec l'univers PC.
Enfin, je franchis le cap. Face à la demande de plus en plus pressante concernant les jeux sur PC, je tente enfin l'expérience. Il ne faudra pas s'attendre à des vidéos de jeux récents, mais il faudra plus partir sur l'idée de jeux qui ont marqué leur génération. Le PC est fourmille de jeux anthologiques dont on pourrait parler pendant des heures, et je suis persuadé qu'il y a autant matière à ce que je m'éclate en faisant des vidéos sur un tel support qu'il y en a à ce que ça vous intéresse. Ce qui serait pas mal. Pour le premier jeu, j'ai choisi un jeu multiplateforme. Ok, c'est pas bien, mais je voulais en parler depuis très longtemps. Pour la suite, je ferai l'effort de me concentrer sur des exclusivités PC. Et il y a largement de quoi faire. En parallèle, ça me force à devoir écarter certaines consoles sans que cela ne soit irrévocable. Pour le coup, comme la console virtuelle de l'eShop reste actuellement focalisée sur la NES, la Super Nintendo et la Game Boy, je mets provisoirement de côté la Nintendo 64, la GameCube et la Game Boy Advance. Peut-être que j'utiliserai ces consoles dans d'éventuels dossiers, mais je ne pense pas leur consacrer de vidéos entières avant quelques temps. La PlayStation et la PlayStation 2 étant encore bien présentes sur le PlayStation Store, elles restent d'actualité dans mes vidéos, mais comme souvent, je n'ai pas non plus une vision à très long terme sur ce que je compte faire plus tard. La 3DS et la Wii U rejoignent bien évidemment le clan des consoles dont je risque forcément de parler. Pour l'heure, vous devriez avoir une petite idée du sujet des 2 prochaines vidéos, ça me fait donc pas mal de travail, alors je ne traîne pas. Merci pour tout, merci pour votre fidélité, et à tout vite. J'y vais, je me manie, là, j'attaque tout de suite, hein, voilà, c'est parti. Maintenant, un cas pratique. Josiane! Penchez-vous en avant, s'il vous plaît.